Nous sommes le 24 août 1964. Un corps est retrouvé dans les eaux de Jamaica Bay, dans le Queens, à New York. Le corps est ensuite identifié comme étant celui d'Ernesto Rupello, un ancien tueur à gages de la famille du crime génovaise, qui s'était retourné contre eux à la fin des années 1940. Le corps est retrouvé avec des blocs de béton attachés. Et à la suite d'une enquête, un gangster de haut rang nommé Johnny Francese est arrêté. So clean and words that hypnotize. You'd never guess he's the devil in disguise. Naples, été 1917. Carmine et Maria Francese, immigrants italiens aux États-Unis, sont de retour dans leur ville natale pour des vacances tant attendues. Pendant leur séjour, Maria donne naissance à leur fils, Johnny. Lorsque Johnny a eu 6 mois, la famille Francese est retournée à Greenpoint, Brooklyn, où Carmine tenait une boulangerie familiale. En grandissant, la mère de John l'appelait souvent par le surnom de Sonny, qui est resté. Alors qu'il approchait de la vingtaine dans les années 1930, la mafia new-yorkaise connaît une période de croissance rapide et fulgurante. Il commence à travailler sous la direction d'un homme nommé Joseph Profaci, le patron de la famille Profaci de New York. Profaci était un patron intéressant, car il n'avait en réalité que peu de connaissances sur le monde du crime avant sa nomination. Pour une raison ou une autre, que ce soit en raison de son statut de fils d'un mafieux sicilien ou de son entreprise d'huile d'olive à grande échelle, Profaci était désormais un patron. À l'approche des années 1930, lorsque Sonny s'est impliqué dans la famille, Profaci dirigeait de nombreuses activités criminelles, telles que le prêt usuraire, la distribution de drogue, la prostitution, et bien d'autres. Et en 1938, à l'âge de 21 ans, Sonny a été arrêté pour la première fois pour agression physique. 4 ans plus tard, il a été appelé dans l'armée américaine pour combattre à l'étranger. Cependant, peu après, il a été en réalité réformé en raison d'un rapport psychiatrique le qualifiant de psychoneurotique, avec des tendances homicides prononcées. Après son retour à New York, Sonny a repris ses activités commerciales, s'établissant à la fois à New York et dans le New Jersey. Il a géré toutes sortes de rackets financiers typiques de la mafia et a connu un succès fulgurant. Sa disposition et son ouverture à commettre des meurtres, combinées à son intelligence financière et à son souci de l'apparence, ont permis à sa carrière de croître rapidement au sein de la famille Profaci. En tant que jeune homme dans la trentaine, il est devenu un habitué du célèbre nightclub Copacabana, où il dépensait beaucoup en boissons et se rapprochait de célébrités comme Sammy Davis Jr. et Frank Sinatra. Il traînait également souvent avec Rocky Graziano, un boxeur célèbre dans les années 1940 et l'un des meilleurs du pays. En partie grâce au travail de Sonny dans la mafia, celle-ci a connu une période de glamour qui a eu un impact durable sur la façon dont nous percevons la mafia jusqu'à aujourd'hui. En 1950, Sonny a enfin été intronisé et est devenu un membre officiel de la famille, travaillant sous les ordres du capitaine de la famille, Sebastian Holloway. Sebastian, surnommé Buster, était un capitaine très important au sein de la famille et l'un de ses fondateurs originaux. Nous sommes maintenant le 27 mai 1951. Cristina Capobianco donne naissance à son fils, Michael. Michael est le fils de Sonny Francese. Mais pendant les premières années de sa vie, cela n'a pas été très clairement établi pour lui. Bien que Sonny fût un homme marié avec 3 enfants, il avait rendu la jeune vendeuse de cigares Capobianco enceinte. En conséquence, la femme épousa un homme nommé Frank Grillo, pour éviter un scandale. La mafia a permis à Sonny de divorcer de sa première femme et d'épouser Capobianco, ce qui a conduit celle-ci à quitter Frank. Jusqu'à l'âge d'environ 18 ans, Michael a porté le nom de Michael Grillo, pensant que Sonny était son beau-père. Pendant ce temps, à mesure que les années 1950 progressaient, la carrière de Sonny a connu un important coup de pouce lorsqu'il a été promu au poste de capitaine sous Profaci. Ensuite, la famille Colombo a connu sa toute première guerre civile, et Sonny a encore gravi les échelons. Joseph Profaci était une figure controversée au sein de sa famille.
Bien qu'il fût un homme riche et généreux envers l'Église, il était perçu par ses associés comme un patron avare. Étant originaire de Sicile, Profaci a mis en place une politique provenant de la vieille école, qui exigeait un tribut de $25 de chaque soldat sous ses ordres. Ce qui au total représentait environ $50 000 chaque mois. Bien que cet argent soit destiné à soutenir les familles des mafieux emprisonnés, Profaci en prenait la majeure partie pour lui-même. Dans les années 1950, un capitaine de la famille nommé Frank Abate-Marco a décidé de prendre des mesures contre cette politique défavorable. Et en 1959, le capitaine a collaboré avec le gang des frères Gallo pour cesser de verser le tribut à Profaci. En conséquence, Profaci a fait exécuter Abate-Marco et l'a remplacé par Joe Gallo, un membre du gang des frères Gallo qui avait accepté de tuer Abate-Marco. Ou du moins, c'est ce qui aurait dû se passer. Au lieu de cela, lorsque Profaci a ordonné au gang Gallo de livrer également Tony, le fils d'Abate-Marco, ils ont refusé. En conséquence, Profaci n'a pas respecté sa part de l'accord, ce qui a entraîné une guerre civile au sein de la mafia. Le 27 février 1961, le gang des Gallo a kidnappé 4 hommes de Profaci. Le sous-chef de la famille Joseph Magliocco, le frère de Profaci, Frank, le capitaine de la famille Salvatore Musacchio, et le soldat de la famille John Shimon. Sachant qu'il était le prochain, Profaci a immédiatement pris l'avion pour se réfugier dans une planque en Floride, tandis que Joe Gallo s'est enfui en Californie. Finalement, la crise a pris fin lorsque les deux camps sont parvenus à un accord de paix. Les otages ont été libérés en échange d'une position plus lucrative pour les Gallo au sein de la famille. Le 20 août 1961, Joseph Profaci a ordonné le meurtre de Larry Gallo et de Joseph Gioielli. Bien que les tueurs aient réussi à éliminer Joseph, Larry a survécu à une tentative d'étranglement lorsqu'un officier est intervenu. Les Gallo ont découvert que l'auteur de la tentative de meurtre sur Larry était Carmine Persico, l'un de leurs alliés qui s'était initialement retourné contre Profaci. C'est ainsi qu'il a hérité du surnom le Serpent. À mesure que la guerre s'intensifiait, des corps étaient retrouvés un peu partout et des gangsters disparaissaient. Et à la fin du conflit, 21 personnes avaient perdu la vie. En novembre 1961, Joe Gallo a été condamné à 14 ans de prison. Et l'année suivante, Profaci est décédé d'un cancer. En conséquence, Joe Magliocco a pris la place de patron, tandis que la guerre continuait de faire rage. Magliocco, également connu sous le nom de Joe Ivilai, est né à Palerme, en Sicile. C'était un homme très énergique et actif, passionné par son travail, qui avait l'allure d'un leader. Il vivait dans une grande propriété en bord de mer à New York et dirigeait plusieurs entreprises, dont une société de fourniture d'alcool et de linge. Pendant ce temps, son fils Ambrose était capitaine dans la famille, et Profaci était son beau-frère. Avec Magliocco désormais à la tête de la famille, il craignait que les autres familles le perçoivent comme un leader faible et indécis. Ainsi, dans une démonstration de force majeure, il lança une campagne sanglante contre les Gallo. Les fusillades en voiture et les attentats à la voiture piégée devinrent monnaie courante dans les quartiers contrôlés par les gangs, alors que Magliocco faisait tout son possible pour contrôler les gangsters. Cependant, en 1963, le conflit s'était apaisé, mais la commission n'acceptait toujours pas Magliocco comme chef légitime. En 1963, Joe Bonanno a lancé une campagne contre la commission pour s'emparer de New York, cherchant le soutien de Magliocco. Et en tant qu'ami de longue date et opposant à la commission, le nouveau chef de la famille Profaci accepta de l'aider. Le patron de la famille Profaci avait pour mission d'éliminer Tommy Lucchese et Carlo Gambino, et il confia ce travail de haut niveau à son meilleur tueur, Joseph Colombo. Colombo révéla alors le complot à la commission, et Bonanno s'enfuit à Montréal. Magliocco, qui était à ce stade en mauvaise santé, avoua le complot d'assassinat et fut épargné. Pour sa coopération, Colombo devint le nouveau patron de la famille et nomma Sonny Francese comme son nouveau sous-chef. Pendant ce temps, le sous-chef Glamour est devenu partenaire de Buddha Records en 1967. Il produisait tout type de genre, y compris le folk et le soul rock. Il a utilisé Buddha Records pour blanchir de l'argent et pratiquer le payola, le processus illégal consistant à payer une station commerciale pour diffuser certaines chansons sans que la station ne rapporte le paiement. Aux États-Unis, les stations de radio doivent divulguer lorsqu'elles sont sponsorisées pour jouer une chanson, et il est probable que Sonny ait fait cela pour promouvoir certaines chansons dans lesquelles il avait un intérêt financier. En 1964,
il a rencontré des problèmes juridiques lorsqu'il a été accusé du meurtre d'Ernest Rupolo, le tueur à gages Genovese. Under the dazzling lights of the roaring 20s, jazz echoes through the streets, lively and plenty. Fringe dresses twirl in the cabaret haze. The wild nights begin in a fevered craze. Rupolo était un tueur à gages au service de la famille, qui avait été accusé de meurtre en 1944 et avait choisi de coopérer avec les autorités fédérales. Ainsi, le 2 juin 1945, Genovese a été jugé pour meurtre, mais il a plaidé non coupable. Grâce à la coopération de Rupolo, l'accusation a pu faire témoigner des personnes contre le chef de la famille. En conséquence, le 10 juin 1946, l'un des témoins nommé Jerry Esposito a été retrouvé assassiné au bord de la route. Peu de temps après, Peter Latampa, un autre témoin, a été découvert mort dans une cellule de détention protectrice. Cela a conduit à la libération de Genovese, qui a ensuite ordonné le meurtre de Rupolo. En 1964, Rupolo a été retrouvé assassiné dans la baie de la Jamaïque, et Sonny était le suspect principal. Lors de son procès, l'accusation a réussi à prouver que Sonny avait tué entre 30 et 50 victimes à cette époque. Cependant, faute de preuves corroborantes, le chef du gang a été relâché. Puis, un an plus tard, le 3 mars 1967, Sonny a été condamné pour 4 braquages de banque qu'il avait planifiés en 1965. En 1971, il a été condamné à une peine impressionnante de 50 ans de prison. Bien que les preuves contre lui aient été relativement faibles et que son implication dans ces braquages soit encore débattue aujourd'hui, il a tout de même fini derrière les barreaux. Michael a déclaré aux journalistes que son père avait assuré qu'il allait accomplir les 50 ans de peine en entier. Pendant ce temps, la première épouse de Sonny a affirmé aux médias qu'elle serait surprise s'il ne vivait pas jusqu'à 100 ans, ajoutant que cet homme pouvait purger une peine de prison les yeux fermés. Au départ, Sonny avait offert à Michael la possibilité de mener une vie ordinaire, et celui-ci s'était lancé dans des études de médecine. Cependant, après l'incarcération de son père, Michael a pris conscience que la famille avait besoin d'un autre moyen de subsistance. Il a alors abandonné ses études pour entrer dans le monde du crime. Bien que Sonny se soit d'abord opposé à cette décision, il a finalement compris qu'il ne pourrait pas détourner son fils de cette voie et a choisi de le soutenir. It was a big event for the two executive producers of the movie, Jerry Zimmerman and Michael Francese, two newcomers to Hollywood who in only a few years have been able to raise millions of dollars to make and distribute movies. Closely watching all this in surveillance vans across the street were police and FBI agents investigating Francese, Zimmerman, and organized crime in the movie business. Après avoir rejoint la famille Colombo en 1971, Francese a commencé à travailler sous les ordres de son père pour faire avancer sa carrière. Et en 1972, Sonny a financé Deep Throat, un film pornographique tristement célèbre qui a marqué le début de ce qui est considéré comme l'âge d'or du cinéma pour adultes. Pendant ce temps, en 1974, Sonny a également financé Massacre à la tronçonneuse, qui a connu un grand succès. Francese a presque immédiatement commencé à établir des liens criminels, notamment avec le patron de la famille, Joe Colombo. En raison de son statut et de son parcours, dans la nuit d'Halloween 1976, il a prêté le serment de sang de la mafia et est devenu un homme intronisé. Les connaissances mafieuses de Francese lui venaient de Joseph Vitaco, un soldat de la famille. Il voyageait souvent avec lui jusqu'à Utica, où ce dernier gérait ses raquettes. Pendant ce temps, il s'efforçait de fermer les yeux sur la violence et l'immoralité de sa nouvelle vie. À la fin des années 70, Francese a établi des liens avec John Gotti et Angelo Ruggiero, deux membres de haut rang de la famille Gambino. Lorsqu'un propriétaire de marché aux puces lui a demandé un service, ce dernier avait demandé à Francese de faire fuir un trafiquant de drogue qui opérait sur son marché, en échange de devenir partenaire dans l'entreprise. Francese a envoyé Anthony Saravola pour s'en occuper, mais a ensuite découvert que le trafiquant était l'un des hommes de Gotti.
Les deux capots ont toutefois exprimé leur admiration mutuelle. Entre-temps, Sony est devenu partenaire de Cala Records, une autre maison de disques grâce à son propriétaire Nate McCalla. La société de production a fermé ses portes en 1977, et 3 ans plus tard, McCalla a été retrouvé assassiné. Dans le même temps, Francese dirigeait de nombreuses entreprises légitimes dans la région, notamment des concessionnaires automobiles et des nightclubs. Mais Francese n'était pas à l'abri de la loi. In 1983, Chet Cummings, a New York boxing promoter and longtime acquaintance of my father's, was approached by Bobby and Victor Guerrero, who used the name Victor Quintana, to help arrange a meeting with Don King for the purposes of discussing the possibility of co-promoting some major boxing events. Unbeknownst to all of us at the time, Guerrero was an undercover FBI agent and Bobby an undercover informant working a sting operation directed at professional boxing. En 1983, le FBI a commencé à enquêter sur Don King, un célèbre promoteur de boxe ayant des liens avec le crime organisé. L'idée de l'enquête était d'introduire un agent sous couverture, se faisant appeler Victor Quintana auprès de King, par l'intermédiaire de Francese. Bien que Francese ne connaissait pas King auparavant, ses amis criminels le connaissaient. Le rôle de Quintana dans l'enquête sous couverture consistait à feindre d'acheter son entrée dans le monde de la promotion de la boxe, ce qui permettrait de prouver les activités illégales de King. Cependant, l'enquête a dû être abandonnée. En 1985, Francese et Walter se sont réunis pour ouvrir une agence de gestion. Un énorme scandale a suivi, impliquant environ 43 athlètes universitaires. Il a également été impliqué dans le tristement célèbre scandale de l'essence de la mafia, qui, bien que propulsant sa carrière à son apogée, a également marqué la fin de son parcours dans le monde de la mafia. En 1980, un escroc de New York sous le nom de Lorenz Salvatore Iorizzo contacte Michael Francese pour lui demander de l'aide avec un problème en Californie. Un groupe de criminels harcelait une opération d'escroquerie de col blanc que Iorizzo dirigeait, et il offrit un pourcentage de ses bénéfices en échange de l'assistance de Francese. Avec Francese à bord, les deux criminels commencèrent à élaborer un plan officiel. L'idée de ce scandale était la suivante. Iorizzo et Francese établiraient 18 sociétés détenant des actions basées à Panama, enregistrées sous les noms de citoyens panaméens ordinaires qu'ils avaient payés. Panama a été choisi car c'était le pays le plus proche sans taxe de distribution de l'essence en gros. Ensuite, de retour à New York, les Colombo collaborèrent avec la mafia russe pour faire circuler leur essence. Le schéma consistait à vendre l'essence en gros entre les entreprises A et D. Cependant, l'essence passait d'abord par les entreprises B et C puis D. L'entreprise C avait pour tâche de déclarer la vente de gaz sur papier et de falsifier les documents fiscaux pour l'entreprise D. Ensuite, l'entreprise D vendait l'essence à prix réduit aux consommateurs via les stations-service exploitées par les Russes. Grâce à cette manipulation, le cartel d'essence de Francese et Salvatore empochait environ 9 cents par gallon vendu en taxes impayées. À cette époque, l'IRS était encore assez lent dans la collecte des paiements d'impôts. Ainsi, lorsque venait le moment de récupérer l'argent auprès de l'entreprise D, celle-ci déclarait immédiatement faillite et fermait ses portes. Et Francese rachetait alors l'entreprise sous un nouveau nom. Cette nouvelle société appartenait au même nom utilisé pour les distributeurs de pétrole au Panama. Par conséquent, la longue et complexe piste documentaire, associée à la déclaration de faillite immédiate, permettait à leur stratagème de passer inaperçu. Cela leur garantissait un flux continu de profit tout en échappant aux autorités fiscales. Pendant ce temps, les entreprises n'étaient en réalité que des bureaux vides avec un simple numéro de téléphone. Cette arnaque couvrait presque la moitié de la distribution de carburant à travers New York City, avec Francese empochant près des 3/4 des bénéfices totaux. Bien que le montant exact de ces gains soit inconnu, les estimations varient entre 2 et 8 millions de dollars par semaine, ce qui représente une immense somme d'argent pour l'époque, et un enrichissement rapide pour Francese et ses complices. L'escroquerie s'est également étendue à de nombreux autres États, et en 1986, on estimait qu'elle avait lieu dans 14 des 51 États. Il est possible que Francese ait utilisé Miami Gold, sa société de production cinématographique, pour blanchir ses fonds. Grâce à cette opération, il est devenu l'un des gangsters les plus riches du pays, ce qui lui a valu le surnom de Yuppie Don. Cependant, toute cette attention attirée sur le jeune Francese, alors âgé de 34 ans,
a finalement engendré plus de problèmes que d'avantages. Vers la fin de l'année 1985, en décembre, Michael Francese a été inculpé de 14 chefs d'accusation liés à l'escroquerie pétrolière, aux côtés de 8 autres accusés. Peu de temps après, en Floride, il a été de nouveau inculpé, cette fois avec 25 autres personnes, pour un total de 177 chefs d'accusation individuels. Bien qu'il ait réussi à échapper à plusieurs poursuites similaires auparavant, cette affaire était différente. Tandis que Francese était détenu sans possibilité de libération sous caution, son partenaire Lorenzo Rizzo a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 1,7 million de dollars. Face à cette condamnation, Rizzo a décidé de coopérer avec les autorités en mars 1985, devenant ainsi un informateur. L'affaire n'était clairement pas en faveur de Francese, et le 21 mars 1986, il a finalement plaidé coupable de 2 chefs d'accusation, un chef de complot de fraude fiscale et un chef de complot de racket. Il a écopé d'une amende de restitution massive de 14,7 millions de dollars et de 10 ans de prison. En conséquence de son affaire, il a dû vendre ses actifs, y compris son immense manoir à Old Brookville. Il a mis un terme à son second procès en acceptant un accord de plaidoyer, ce qui lui a valu une peine de 9 ans de prison et une amende de 3 millions de dollars. Ensuite, en 1989, Walters est allé en justice pour avoir intimidé des athlètes universitaires afin de les forcer à signer des contrats avec lui. En conséquence, Francese a été assigné à comparaître par le tribunal et appelé à témoigner. Cependant, l'accusation ne le considérait pas comme un informateur fédéral et il a refusé de coopérer. En réalité, son témoignage n'a fourni que quelques informations sur le scandale de l'agence. Malgré son refus de coopérer en tant qu'informateur grâce à son témoignage dans l'affaire Walters, Michael Francese n'a pas été inculpé pour ses activités avec l'agence de son ancien partenaire. Walters, quant à lui, a écopé de 5 ans de prison et d'une amende de 395 000 dollars. En septembre 1990, cependant, le cas de Walters a été annulé en appel. À la fin de l'année 1991, Francese a été condamné à 40 ans de prison après avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle. Pendant le procès, les procureurs ont révélé que Francese n'avait véritablement commencé à rembourser ses amendes de restitution qu'au cours de cette même année. Le procureur principal a affirmé que Francese avait trompé le gouvernement pendant de nombreuses années, en ne fournissant aucune information utile concernant la Cosa Nostra. Et il a ajouté qu'il était essentiellement considéré comme un escroc. Dans une interview ultérieure, Francese a expliqué qu'il n'avait pas réellement collaboré avec le gouvernement. Il a admis avoir fait croire aux autorités qu'il coopérait, mais qu'en réalité, il ne l'a jamais fait. Bien qu'il ait été renvoyé en prison lorsque les autorités ont compris sa stratégie, il a précisé qu'il n'avait jamais envoyé personne derrière les barreaux. Ces paroles montrent comment il a cherché à tromper les autorités, tout en restant fidèle à son principe de ne pas trahir ses associés mafieux, malgré les pressions exercées sur lui. Alors qu'il était en prison, un gardien lui a donné une Bible, et le gangster devint un chrétien né de nouveau. Cette transformation spirituelle l'amena à faire le vœu de quitter définitivement sa vie criminelle. Et le 7 novembre 1994, Francese est sorti de prison en homme libre. Sunday morning, no time to lay around. Showers scummy, laundry's on the ground. Lorsqu'il a quitté la prison en 1994, Francese a décidé de tourner la page sur sa vie criminelle. En 1995, lui et sa famille ont déménagé en Californie, essayant de se cacher de la menace de la mafia. Bien que les agents lui aient dit qu'il serait impossible de se relocaliser sans entrer dans la clandestinité, Francese a choisi de s'installer lui-même et de rester vigilant tout au long de la journée. Il a changé ses habitudes et s'est tenu à l'écart de ses anciens contacts, et ce pour de bonnes raisons. Il savait très bien qu'un contrat pesait sur sa tête, et il savait que son propre père en faisait partie. Il comprenait cependant la position étrange dans laquelle se trouvait Sonny. Même s'il était son fils, Sonny faisait face à la menace d'une mort certaine s'il ne se retournait pas contre Michael, puisqu'il avait été celui qui avait introduit son fils dans la mafia. En 2004, Sonny Francese est redevenu le sous-chef de la famille Colombo après que John DeRoss ait été emprisonné, marquant ainsi la deuxième fois qu'il recevait cette promotion. 2 ans après, il a rencontré Gaetano Fatato, un gangster de la famille Colombo qui enregistrait secrètement leurs conversations.
Sony est entré dans les détails sur la manière d'exécuter correctement des meurtres liés à la mafia, admettant qu'il avait lui-même tué de nombreuses personnes. Il a expliqué différentes méthodes pour éviter d'être pris par l'ADN, ainsi que la manière de nettoyer la scène de crime et de se débarrasser de la victime discrètement et efficacement. Par la suite, en mai 2007, Sony est retourné en prison pour avoir violé sa liberté conditionnelle et a été inculpé pour cette conversation enregistrée et sa participation à la Troisième Guerre de Colombo, ainsi qu'une série de cambriolages en 2006 à New York. Le 4 juin 2008, Sonny Francese a été officiellement inculpé pour une large liste de crimes, y compris des accusations de racket. Et le 24 décembre de la même année, il est sorti de prison. En 2005, le fils de Sonny, John Jr., est devenu un formateur fédéral. Il n'était pas vraiment un membre actif de la mafia familiale, mais plutôt un toxicomane qui avait des ennuis avec la justice. Il a commencé à porter un micro dissimulé pour enregistrer son père et a témoigné à 2 reprises contre lui. Après le second témoignage, Sonny a tenté de faire assassiner son fils, et Junior a rejoint le programme de protection des témoins WITSEC. Le 14 janvier 2011, Sonny, alors âgé de 93 ans, a été condamné à 8 ans de prison pour une accusation d'extorsion liée à un club de striptease. À ce moment-là, Sonny souffrait de gouttes, de cécité partielle, de problèmes rénaux, et sa santé se détériorait rapidement. Cependant, il n'a bénéficié d'une libération pour raison compassionnelle qu'en 2017, lorsqu'il est sorti du Centre médical fédéral du Massachusetts, à l'âge de 100 ans. Autour de cette période, son fils, Michael, était devenu une personnalité télévisée et un conférencier chrétien motivant. Et lui et son père se sont reconnectés et ont réparé leur relation. Mais, le 24 février 2020, Sonny est décédé à l'âge de 103 ans. L'histoire de Michael Francese est des plus étranges. Issu de la famille mafieuse du sous-chef de l'une des plus grandes familles de New York, sa vie a pris un tournant radical lorsque son père a été emprisonné. Jusqu'alors, Francese menait une vie d'adolescent normal, mais il a décidé de se joindre à la famille Colombo. Il est rapidement devenu l'un des hommes les plus influents de la ville, rapportant des millions chaque semaine. Cependant, tout s'est effondré en l'espace de quelques années. Bien qu'il ait témoigné dans une certaine mesure, il n'a jamais été considéré comme un véritable informateur et n'a mis personne derrière les barreaux. À sa sortie de prison, il a mené une vie difficile jusqu'au début des années 2000, période où il a commencé à donner des conférences et des interviews. En 2020, il est devenu viral sur YouTube, un dénouement optimiste pour une histoire qui aurait pu très mal tourner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu ou si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'aimerais beaucoup connaître vos avis. Et comme toujours, restez connectés pour la suite. À très bientôt.